J'ai le plaisir de vous présenter, si vous ne la connaissez pas encore, Véronique Lemoine-Bresson, qui est maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l'Université de Lorraine. Donc, elle va nous parler aujourd'hui de l'interculturel. Donc, je suis très heureuse parce qu'on a des collègues en ligne, des étudiants, et on a aussi nos étudiants de master qui suivent le cours d'interculturel, justement le lundi après-midi avec moi. Donc, ils vont pouvoir profiter d'un autre éclairage. Donc, merci beaucoup, Véronique, et au plaisir de t'écouter. Alors, chers collègues en présentiel, en distanciel, bonjour. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous pour partager cette réflexion sur l'interculturel, un mot-clé pour s'étonner, voire s'indigner du regard porté sur autrui. Je remercie chaleureusement Nathalie Auger, qui est à côté de moi, et tout le collectif L'Humain pour cette invitation qui me touche sincèrement. Je vous remercie de m'avoir offert cette opportunité d'être là aujourd'hui pour présenter la façon dont j'ai construit la compréhension interculturelle. Mes travaux se situent à la croisée des sciences d'éducation et de la formation et des sciences du langage. Ils questionnent l'interculturel d'un point de vue didactique, avec des apports des épistémologies féministes et des épistémologies du lien. Toutes mes recherches sont des recherches de terrain. Elles sont menées dans des démarches de recherche collaborative avec des enseignantes et des enseignants, mais également la communauté étudiante. Ce sont autant d'espaces qui relèvent de l'expérience de l'altérité. Les interactions dans ces collectifs et les confrontations d'idées génèrent de nouvelles connaissances, de la créativité, de nouvelles possibilités d'action. Ce travail est au service d'une cause commune qui consiste à identifier, documenter et éviter les discours et les pratiques qui excluent. Encore faut-il que tous ces partenaires, chercheuses et chercheurs y compris, réfléchissent et agissent en commun et restent critiques. C'est donc de ce point de vue uniquement que je questionnerai aujourd'hui l'interculturel en éducation et en formation dans l'heure qui m'est impartie pour vous parler de cet objet. J'essaie de passer à la suivante. Ah non, attendez. Voilà. Je ne saurais démarrer cette conférence sans parler de figures inspirantes, telles que le terme est considéré dans les sciences de l'éducation et de la formation. Ces figures m'ont accompagnée pour construire la compréhension de l'interculturel, tout en rappelant tout de même qu'avant ah, qu'avant d'exercer en tant qu'enseignante chercheuse dans l'enseignement supérieur, j'ai été pendant presque 3 décennies, donc presque 30 ans, dans l'éducation nationale, successivement institutrice, professeure des écoles, à Roubaix, conseillère pédagogique à Roubaix, à Lille, et puis après conseillère pédagogique départementale dans toute l'académie de Lille. Vous parlez de figures inspirantes et de mon passé professionnel est un premier point d'appui pour indiquer clairement que pour travailler la notion d'interculturel, il me semble important de mettre au jour en quoi des figures inspirantes, leurs personnes, leurs œuvres, leurs positions, leurs concepts et leurs travaux, mais aussi ce passé professionnel dans l'éducation nationale, influence mes pensées et mes pratiques de chercheuse et contribue à la réflexion sur mes origines idéologiques, pragmatiques et académiques. Cette posture, selon moi, relève également de l'interculturel et contribue, j'espère, à construire une certaine modestie. J'ai fait le choix de centrer ma présentation uniquement sur 4 figures inspirantes, 3 scientifiques et une artistique. Pour chacune d'entre elles, il est intéressant de se demander brièvement ici pourquoi je me suis inspirée de ces figures et en quoi cela m'a été utile pour construire la compréhension d'interculturel. Mon positionnement de recherche est de fait étroitement lié, articulé au positionnement de ces figures inspirantes, plus ou moins d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement.
Pour reprendre une citation de Donna Haraway, ces figures inspirantes sont pour moi des partenaires de jeu avec qui j'ai construit des assemblages pour mieux conceptualiser l'interculturel en éducation. Le contact avec l'œuvre de Martine Abdallah Pretzel, que vous connaissez certainement en étant en master FLE, a engagé une relation à la fois de proximité et de distance avec moi au moment de ma reprise d'études supérieures, alors que j'étais dans l'éducation nationale. Martine avait également été instite, je crois, dans le primaire, inspectrice, mais ses travaux m'ont confrontée à mes propres représentations profondes de l'interculturel. Ils m'ont apporté une nouvelle vision de l'interculturel en totale rupture avec mon idéologie culturaliste teintée de germanophilie aiguë de l'époque. Les travaux de Martine Abdallah Pretzel ont certes été théoriquement des sources d'une inspiration profonde, mais non totale, dans la mesure où je n'y trouvais pas forcément d'horizon praxéologique suffisamment clair. Avec cette figure inspirante, j'ai été confrontée à une forêt intérieure et extérieure, selon l'expression de Philippe Forêt, pouvant provoquer par moments de la déstabilisation. La rencontre avec Fred Dervin s'est faite par le biais de mon doctorat, puisqu'il a été mon directeur de thèse. J'ai beaucoup marché sur ses traces pour construire la compréhension de l'interculturel par des approches critiques en tant que nécessité absolue. J'ai pu interroger la naturalisation de l'interculturel et l'influence sur les actrices et acteurs de l'éducation, chercheuses, chercheurs y compris, des idéologies éducatives, politiques, linguistiques, dans lesquelles baigne la notion d'interculturel. Aujourd'hui, j'ai tracé ma propre route. Je conçois, mets en œuvre et évalue des dispositifs de formation pour le contexte français uniquement, alors que Fred poursuit sa réflexion de manière géoglobale. Mais je reste attachée à cette figure inspirante pour poursuivre le questionnement de la compromission de la notion d'interculturel avec les idéologies occidentales. J'ajouterai, pour ma part, la mise au jour de la compromission de l'interculturel avec l'androcentrisme, si on s'intéresse à qui diffuse vraiment des choses sur l'interculturel. Nathalie Auger a été ma rapporteure de thèse, je ne sais pas si vous la connaissez, en 2014. La lecture de son rapport a immédiatement contribué à m'orienter dans le labyrinthe de l'interculturel. Il s'agit là d'une figure inspirante qui n'a cessé de m'accompagner dans la visualisation d'une démarche, d'une orientation, d'une ligne de conduite pour construire la compréhension de l'interculturel dans la reliance entre théorie et pratique. En total accord avec les manières de faire de la recherche de cette figure inspirante, je m'emploie modestement à faire de la science avec, pour la société, l'école, les élèves en particulier, la communauté enseignante et les parents. C'est aussi sous l'influence positive de cette figure inspirante, qui a récemment été ma garante d'habilitation à diriger des recherches, que j'ai modélisé l'interculturel sous la forme de la fleur du continuum interculturel. J'ai amené le livre aussi après. Voilà, donc, il sera Il est à la bibliothèque en au moins 5 exemplaires. Oui. D'accord. Voilà. La fleur, dont vous avez ici la représentation, propose un continuum de conception de l'interculturel allant dans un bout du continuum de la conception culturaliste différentialiste à la conception fluide de l'interculturel. J'ai construit ces conceptions par le croisement d'éléments de la littérature, comprenant mes productions scientifiques, et des pratiques expérimentées en classe, à l'école et à l'université. Ni linéaire ni figé, le continuum de conception sous forme de fleurs en tant que figure fractale est inspiré de travaux antiracistes et féministes. Elle se caractérise par des dimensions dynamiques, revisitables. Elle vise à outiller tout groupe qui souhaiterait réfléchir à la place et au rôle des différentes conceptions de l'interculturel dans ses propres discours et ses propres pratiques. La fleur propose d'explorer des évidences, des impensés dans le rapport à soi
et à autrui pour possiblement agir au service d'une éducation et d'une société moins exclusive. Chacun des pétales, qui représente une conception de l'interculturel, se lie avec une boussole des stratégies, afin que la définition de la conception en question ne soit pas réifiée. Par exemple, si on prend le pétale qui s'appelle conception culturaliste différentialiste, tout le monde connaît les éléments définitoires orientés vers l'essentialisation de l'autre et la survalorisation des différences à caractère hiérarchisant. Or, une option stratégique de cette conception existe. Elle peut être utilisée par les groupes minorisés dans le cadre de revendications. Je pense particulièrement aux travaux de Spivak, de renversement de stigmates, comme le montre Françoise Jacquet, ou encore, comme l'explique Suzanne Wendel, pour contrer l'altérisation vécue et mettre l'accent sur les différences entre les personnes du groupe majoritaire et souligner les ressemblances entre les personnes minorisées. À chaque conception de l'interculturel que j'ai construite, co-construite, il est donc important de se demander, avec cette boussole stratégique associée à la fleur du continuum interculturel, qui parle? Qui agit au nom de qui? De quoi? À qui s'adresse le discours inscrit dans telle ou telle conception de l'interculturel? À quelle fin? Quels effets de ce discours sur soi, sur autrui? Discours souhaité, discours impensé? Est-ce intentionnel ou non? Dans quelle sphère ce discours empreint de telle ou telle conception est-il porté, soutenu, entendu? Qui ou quoi est derrière ce discours et ses pratiques? La quatrième figure inspirante est Abby Beach, qui est venue à l'Université de Lorraine dans le cadre d'une conférence performée reliée à son propre parcours. C'est une artiste activiste franco-algérienne qui se désigne comme queer. Cette figure inspirante me permet d'explorer l'interculturel par le prisme du sensible et de développer des pratiques pédagogiques créatives avec les étudiantes et les étudiants. Elle me permet aussi de soutenir, de promouvoir et d'accompagner des mémoires de recherche d'étudiantes en général qui lient, qui articulent interculturel, culturel, le corps et les apports des épistémologies féministes ou décoloniales, comme ça a été le cas dans la recherche que j'ai accompagnée de Léa Merluzzi, dont vous voyez le portrait, qui a travaillé donc sur le dance hall en Jamaïque. Chacune et chacun ici et à distanciel pourrait se livrer ainsi au jeu de la recherche de ses propres figures inspirantes, ce qui, selon moi et pour moi, redonne à l'interculturel toute sa complexité et restitue le rapport à autrui, mais aussi à soi de l'interculturel dans sa dimension incarnée. L'interculturel ainsi construit, ou plutôt co-construit, invite à sortir de la vision dichotomique de l'interculturel, tantôt problème avec la diversité culturelle ou tantôt solution pour gérer la diversité culturelle. J'ai plutôt travaillé à conceptualiser l'interculturel en tant que continuum de différentes conceptions, fondées sur un invariant, à savoir la dimension altéritaire, dans le rapport à soi et entre soi et autrui. Aux extrêmes de ce continuum de l'interculturel, deux conceptions sont en tension. Ces conceptions font écho au récent travail du collègue Hamza Herboul. D'un côté, on a une conception culturaliste parfois teintée d'angélisme apolitique, que j'appelle aussi la conception bisounours. De l'autre, on a une conception qui permet d'examiner les logiques systémiques de domination et d'oppression. Celle-ci engage à tenir compte des expériences de nos partenaires de recherche qui vivent dans les marges du monde scientifique. Un enjeu serait de trouver ensemble comment donner les moyens à leur voix d'actrices et d'acteurs invisibilisés pour prendre ou reprendre une place dans l'école, dans la société, si tant est que cet objectif soit désirable de leur point de vue,
pour qu'elles-mêmes et eux-mêmes ensuite accompagnent les élèves dans leur place à prendre en tant que citoyens critiques. Dans son versant expérientiel au quotidien, l'interculturel relève intrinsèquement de l'expérience de l'altérité, où la personne vit, sent, éprouve le rapport à autrui. Il se joue quelque chose au niveau du regard porté sur soi, sur autrui, comprenant des éléments relevant du vécu, du statut, de la position, de la place, en tension avec des logiques de pouvoir. L'interculturel est multidimensionnel, transversal dans les expériences de rencontre, au local, au global, dans un système de causalité circulaire. D'un point de vue scientifique, il est nécessaire de plonger dans ce qui est donné à voir de cet expérientiel, en interrogeant ce qui pourrait relever d'une évidence. Je tente, dans la construction de la compression de l'interculturel, jamais apolitique et toujours idéologique, de révéler les angles morts des discours et des pratiques qui ne tiennent pas compte des rapports de pouvoir entre soi et autrui, nichés au cœur de cette notion d'interculturel. Ce processus est devenu d'autant plus important que l'interculturel sert souvent d'étendard à portée démocratique, notamment dans la mobilisation qui en est faite dans le cadre européen. Poser la question « Qu'est-ce que c'est que l'interculturel ?» serait pour moi quelque chose de provocateur, parce que cette question essentialiserait la notion, souvent qualifiée d'instable de mouvante. Ce genre de question pourrait vouloir dire qu'il faut cerner l'essence du mot interculturel, dire ce qu'il n'est pas, ce qu'il doit inclure ou exclure. Cela relèverait plus d'une façon de penser la recherche en tant que travail pour expliquer l'interculturel. Or, moi, dans mes travaux, je cherche plutôt à comprendre la construction de l'interculturel. C'est pourquoi j'ai construit la compréhension de l'interculturel avec une prise en compte des idéologies sous-jacentes, avec par exemple un focus sur les systèmes de représentation, ou dans un versant plus subversif, en montrant comment une réflexion ou la mise en place de projets éducatifs peut être au service d'intérêts à justifier. Par ailleurs, certaines voix VOX et voix VOIES de chercheuses et de chercheurs sont beaucoup plus entendues et suivies que d'autres dans la conceptualisation de l'interculturel. Certaines voix, comme celle du Grand Sud, par exemple, bien que montantes, sont encore beaucoup trop peu considérées dans la construction de la compréhension de l'interculturel. En recherche, le mot-clé interculturel est à saisir dans son inconsistance, ce qui n'est pas simple. La chercheuse ou le chercheur doit plonger et descendre sous la surface tumultueuse de ce qui est donné à voir de prime abord. C'est par la documentation, la clarification, la formalisation, l'historicisation des contextes et des situations, par l'analyse de ce qui construit le regard sur soi et sur autrui, par ce qui se joue dans le rapport à soi et à autrui, enrichi de la réflexivité des chercheuses et des chercheurs, que j'ai construit la compréhension de l'interculturel en tant qu'objet de recherche. Il m'a été nécessaire d'examiner la notion à travers l'identification de ce qui le façonne, de celles et ceux qui la façonnent, sachant que ces dernières et ces derniers sont également façonnés en retour par l'environnement dans lequel ils ou elles agissent ou interagissent. En tant que savoir co-construit, ce mot-clé permet de mieux comprendre le monde et de mieux vivre avec le trouble dans un environnement incertain. Ainsi, en recherche, j'ai fréquemment soumis à la critique ma façon d'envisager ce mot-clé d'interculturel, sans délaisser cette dénomination. Depuis 2019, les apports des épistémologies féministes y ont grandement contribué. Un premier élément à soumettre à la critique quand on travaille l'interculturel, selon moi, est la prétendue posture idéale du sujet connaissant, qui se voudrait désincarnée, objective et neutre. La recherche en interculturel nécessite, selon moi, que la chercheuse ou le chercheur
interroge comment elle ou il influe sur la construction de la théorie de cette notion, avec sa façon d'observer ce qui se joue dans le rapport à soi et à autrui. Travailler la construction de la compréhension de l'interculturel nécessite d'évincer le point de vue de nulle part et de tenir compte du point de vue situé de la chercheuse ou du chercheur. On pense toujours à partir de soi, cela vaut pour la chercheuse et le chercheur, et à partir de l'expérience que l'on a dans le rapport à autrui, dans des relations symétriques ou asymétriques. La question de l'asymétrie, par exemple, elle nous touche diversement en fonction de qui on est à un moment donné, de notre statut, de ce qu'on possède ou ce qu'on ne possède pas, de notre capital culturel, etc., etc. Et ça affecte notre point de vue sur le monde. L'inclure dans notre réflexion sur la construction de la compréhension de l'interculturel aiderait à être vigilante et vigilant sur nos potentiels angles morts pour produire un savoir plus juste sur ce mot-clé d'interculturel à haute charge idéologique. Mais aussi, toujours selon moi, selon mes choix actuels théoriques, travailler à la construction de la compréhension de l'interculturel nécessite la réintroduction ou l'introduction des expériences et des voix de celles et ceux qui ont une expérience de minoration. Ce qui peut être le cas avec les enseignantes et les enseignants avec lesquels on travaille, la communauté étudiante concernée par mes propres travaux de recherche. Alors, qu'est-ce que je mets derrière le mot concerné? Je mets deux choses. Concernés parce qu'ils ont de l'intérêt pour mes sujets d'études et de la motivation à travailler avec moi dans mes recherches collaboratives, mais aussi parce qu'ils présentent de l'inquiétude face aux situations de rejet d'autrui et face aux difficultés à ne pas exclure, en classe par exemple. Il en va alors de dévoiler avec elles et eux les rapports de pouvoir dissimulés derrière la notion d'interculturel, notamment dans son lien avec des termes emblématiques tels que tolérance, respect, ouvert à l'autre. Invisibiliser toutes ces voix participerait de l'empêchement d'une agentivité épistémique, c'est-à-dire la capacité des actrices et acteurs partenaires de nos recherches à utiliser, générer, communiquer du savoir. Si tant est, c'est pour ça que j'ai mis un petit point d'exclamation dans un rond rouge, si tant est que ces inclusions épistémiques ne soient pas au service des autres de manière clairement non réciproque. Une vigilance est donc à maintenir afin que ces inclusions épistémiques ne deviennent pas tout aussi dommageables que les exclusions épistémiques. L'utilisation de ces deux termes, point de vue situé et agentivité épistémique, permettrait d'éviter de masquer les déséquilibres de pouvoir ou de domination entre les personnes, notamment dans un partenariat entre la communauté de recherche et celle dite de terrain. Permettrait de remettre en question les idées figées, d'exposer les contradictions dans les discours et les pratiques de terrain, mais aussi de recherche, et de revendiquer l'interculturel comme un terrain propice à un travail critique et axé sur la justice, comme le dit Fred Dervan. Dans certains travaux de recherche, on trouve le terme d'hyperonyme ou d'objet de recherche à tiroir pour qualifier l'interculturel. Pour ma part, et à ce jour, j'ai construit l'interculturel en tant que continuum que je circonscris provisoirement comme un métacadre, c'est-à-dire un cadre qui articule différents éléments. Ce métacadre, c'est un cadre au-dessus des cadres qui associe des éléments dynamiques, hétérogènes et qui tient compte à la fois de l'interculturel en tant que phénomène omniprésent, qui relève intrinsèquement de l'expérience de l'altérité, et en tant que mot-clé construit par et dans les recherches. Le travail sur l'interculturel convoque des concepts compagnons, co-définitoires en fonction du contexte et de la situation étudiée. Par exemple, la notion d'identité, dans son acception dynamique en tant que concept stratégique et situé, qui émerge du jeu des modalités spécifiques du pouvoir. Le travail sur l'interculturel que le terrain en éducation, en formation m'autorise à faire
m'a amené à considérer les apports venant d'épistémologie pour penser autrement la production de savoir. Féministe, décoloniale, épistémologie du lien en particulier. Travailler avec l'interculturel et mener des recherches de terrain, c'est aussi construire des méthodologies de recherche qui font des coïncidences avec l'ordre établi, communément accepté, notamment par la communauté de recherche, qui se pose parfois, voire souvent, comme le gatekeeper de la production de savoir. Pour ma part, je tente des méthodologies qui fissurent l'idée suivante, qui serait que les chercheurs sont dans la théorie et la communauté éducative dans la pratique, en m'investissant par exemple dans des co-rédactions scientifiques intermétiers. Enfin, inclure le narratif dans le travail sur l'interculturel permet la mobilisation des expériences de pratique professionnelles et personnelles au service de la construction d'un savoir situé. Penser l'interculturel en tant que métacadre permet aussi d'identifier des endroits où l'interculturel prend forme ou prend des formes. La création d'espaces d'apprentissage et de formation pour fonctionner ensemble en cours à l'INSPE avec la communauté étudiante et dans les recherches collaboratives avec la communauté enseignante, produit des espaces qui façonnent ces collectifs. Et ces collectifs eux-mêmes façonnent ces espaces à leur tour, si tant est qu'une place pour interagir leur soit donnée ou encore qu'eux-mêmes prennent une place dans leur activité dans ces espaces. Des espaces discursifs peuvent émerger. Dans ceux-ci, des voix différentes de celles qui dominent habituellement s'immiscent et prennent une place ou essayent de prendre une place. Des enjeux y sont affectés ou encore cette place elle-même est porteuse d'enjeux. Ces interstices permettent de mettre un ET entre des entités qui n'ont pas toujours l'occasion de travailler ensemble. Parfois, il se construit aussi en commun une zone pour transgresser. Des modèles hiérarchiques, par exemple, qui s'imposent aux acteurs de l'éducation. C'est ce que j'observe maintenant dans le cadre d'une recherche collaborative longitudinale démarrée en 2018, inscrite dans le réseau des lieux d'éducation associés de l'Institut français d'éducation. Dans cette zone pour transgresser, la capacité des actrices et acteurs à tirer quelque chose des contraintes, des logiques en tension et plus particulièrement la capacité à construire des relations avec autrui de cultures professionnelles différentes, la capacité à communiquer, à nouer, à renverser des alliances, ou plus profondément peut-être la capacité à supporter les tensions psychologiques qu'entraîne nécessairement tout risque de conflit, sont fortement mises à l'épreuve. Enfin, l'interculturel peut aussi revêtir une fonction d'analyseur pour débusquer ce qui se joue entre soi et l'autre dans les discours et les pratiques situées. Le regard rétrospectif et prospectif que je fais de mon travail sur l'interculturel m'amène aujourd'hui à penser ce mot-clé sans concession, en lien avec des questions de rapport de pouvoir, de domination, voire d'oppression entre les personnes qui se disent ou non, disent autrui ou non, dans des interactions où les choses se négocient, s'accordent ou non, sont remises en question ou pas, sont pleines de discours et de pratiques contraires, mais pas forcément contradictoires. En tant qu'expression d'un rapport de force, la frontière entre les groupes d'appartenance, non figés, peut se voir infiltrée par une idée de mouvance et d'instabilité. J'ai alors trouvé intéressant de m'en emparer pour proposer des points de vigilance en vue de changer le regard sur soi et sur autrui. Quitte à paraître un peu péremptoire, je dirais qu'il nous faut garder une ambition de changement de regard, une utopie didactique portée sur autrui et sur soi-même, sur le monde, avant de changer le monde, sa posture et ses pratiques. Ce postulat d'éducation est valable pour toutes et tous, chercheuses, chercheurs y compris. Il peut donc être question de choix de certaines modalités de présence, d'attention, de distance, de relation à autrui, d'adresse à autrui, dans une position éthique
qui tient compte notamment de l'intérêt ou de la volonté d'autrui que l'on prenne soin d'elle et de lui, dans nos recherches notamment. Alors, comment travailler le changement de regard sur autrui, sur soi-même, par le postulat d'éducation? S'il est souhaitable de se méfier de la mise en marge des personnes par un regard qui fabrique des inconformes à partir de particularités, qui deviennent donc des particularismes, je dirais que dans un mouvement dialectique, il est également souhaitable d'interroger, comme le propose Brahim Azaoui, les idéologies à rebours de ce que nous pensons bon pour autrui. Par exemple, le regard sur les allophones, ces élèves, vous savez, qui ne maîtrisent pas le français, sur leurs familles, qui ne leur lisent pas de livres, parce que, vous savez, dans leur culture, selon l'exemple tiré d'un récent ouvrage de Nathalie Auger et Emmanuel Le Pigeon-Borsman, eh bien, nous contribuons à la construction d'une frontière symbolique qui révèle des différences, donc un positionnement hiérarchisant par rapport à une norme. Cette frontière, construite dans des logiques disjonctives, donc qui se séparent, signale l'existence d'une barrière où le normal et le défaillant sont réifiés et la fluidité des identités et des trajectoires empêchée. Pour co-construire des projets, des actions, des pratiques souhaitées par les professionnels de l'éducation, j'ai observé qu'il était nécessaire de bousculer le répertoire ajusté que nous avons acquis et appris dans nos familles, dans la société, etc. C'est surtout une affaire de pensée et de regard construit par et dans une matrice dont on a du mal à se défaire, étant donné que ces questions ont à voir avec des idéologies éducatives, culturelles, linguistiques, qui sont considérées à la fois comme des systèmes de pensée et des forces cachées qui se concrétisent dans des processus d'altérisation. En effet, pas besoin de murs, de barbelés, de systèmes électroniques sophistiqués pour transformer les frontières de l'altérisation en barrières. Ce processus se construit de la façon suivante, sur l'idéalisation du self, de soi, de nous, de notre groupe, et la démonisation de l'autre, souvent imaginé. L'altérisation constitue une zone de potentielle expérience du racisme. Il est alors crucial de s'interroger sur l'influence de ce processus d'altérisation dans notre façon de considérer autrui, sur un continuum entre deux pôles que sont la supériorité et l'infériorité. D'un côté, il y aurait celles et ceux qui font la référence, qui sont la référence. Vous savez, les normaux. Et il y a ceux qui ne maîtrisent pas la langue française ou qui ne maîtrisent pas une langue valorisée par les politiques éducatives et linguistiques. Il y a celles et ceux qui édictent les règles, qui leur sont bien sûr les plus favorables, vulnérabilisant parfois l'autre. Il y a celles et ceux qui savent comment on suit bien la scolarité de ses enfants, versus l'autre qui ne sait pas ou qui s'en moquerait selon le regard porté par celle ou celui qui prétend savoir. Cette frontière symbolique, l'altérisation, qu'il est possible de dévoiler par l'analyse des discours et l'observation des pratiques, est rarement discutée dans le monde scolaire. Elle s'impose surtout au nom de la norme. Elle s'impose comme une catégorisation qui oppose et qui enferme. Autrui est rendu autre, parfois sauvage, notamment par des effets de langage. Sa différence est soulignée, mise en avant. Cette frontière fabrique autrui comme fondamentalement différent du groupe social normatif. La prévalence disjonctive organise non seulement la pensée dans une vision dichotomique, mais aussi les pratiques dans des logiques d'action d'exclusion. Pour celles et ceux qui sont de leur groupe, il est alors difficile de participer à la société et de faire société ensemble. À l'école ou dans d'autres structures où on apprend, certaines pratiques et certains discours décorés ou affublés de mots comme rencontre des cultures ou interculturel excluent, mais souvent sans intention de le faire.
On ne peut pas s'habituer, par exemple, à des expressions comme celles et ceux qui ont des origines versus en creux, celles et ceux qui sont ou seraient français de souche. Notion qui n'est d'ailleurs pas fondée en droit et ne repose bien sûr sur aucune base scientifique. On ne peut pas s'habituer non plus à ce qu'il soit demandé en toute bonhomie quelles sont tes origines. À certains et certaines uniquement, bien sûr, et fréquemment, sans dénaturaliser cette question qui a des messages cachés qui relèvent bien plus du racisme que d'une curiosité bienveillante. Celle et celui qui se sent comme l'éternel étranger dans son propre pays peut à la fois se sentir exclu de la société et exclu dans la société. Alors c'est comme s'il y avait les normaux, c'est-à-dire celles et ceux du centre, qui occuperaient certaines places dans la société, cochant toutes les cases, bien sûr, des indicateurs de privilège. Celles et ceux qui sont du dehors, de la périphérie, qui attendent, comme dit l'anthropologue Charles Gardou, que les portiers acceptent ou refusent de les faire entrer. Il faut toucher aux sources enfuies de l'inégalité sociale et non pas au phénomène de l'inégalité sociale, comme le dit Edgar Morin dans un de ses derniers livres qui s'appelle Cheminer vers l'essentiel. Il y a donc une urgence à orienter le regard vers une conception critique et subversive de l'interculturel pour débusquer et dévoiler les assignations mécaniques. Celles-ci se construisent souvent à partir d'imaginaires qui posent des frontières, c'est-à-dire des constructions symboliques et sociales qui séparent les personnes. Par exemple, l'assignation prive autrui de sa singularité, de sa propre décision à être qui elle ou il souhaite être, comme le montre l'exemple de Dany Laferrière. Mais aussi, l'assignation invisibilise tout le travail entrepris par la personne pour développer des compétences, quand celles-ci sont décrétées, acquises par essence, comme le montre l'exemple de Tania de Montaigne. Combattre les assignations et les identités prisons, c'est accepter, comme le dit Dany Laferrière dans son livre au titre provocateur « Je suis un écrivain japonais », que chacune et chacun joue avec le fantasme et l'idée qu'elle ou il se fait de sa propre identité et de tous les éléments qui la façonnent. Pour sa part, Tania de Montaigne raconte dans son livre « Les Noirs n'existent pas » comment elle a vécu l'altérisation au collège. Elle rapporte les propos d'une enseignante de musique qui lui disait, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, qu'elle avait le sens du rythme parce qu'elle était noire, que c'était dans sa nature, dans sa culture. L'école raciste n'est pas un mythe et travailler au dévoilement de phénomènes comme l'altérisation et l'assignation devient crucial en formation des enseignantes et des enseignants pour bousculer les allants de soi, nous faisant sortir de notre zone de confort et de béatitude. C'est notamment une des raisons qui m'a amenée à créer la fleur du continuum interculturel en tant qu'outil de médiation. Comment travailler le changement de regard sur autrui et sur soi-même avec un deuxième postulat, le postulat du contact. Un grand nombre d'études, qu'elles soient très anciennes comme celle de Allport dans les années 40 ou récentes comme celle de West, démontrent l'intérêt du contact intergroupe pour changer de regard, notamment sur un groupe envers lequel nos préjugés sont très forts. Pour que ce soit optimal, disait Allport, des conditions sont à respecter. Il en a théorisé 4. Participantes, participants doivent avoir des buts communs, devraient se trouver dans un environnement coopératif, avoir un statut égal, et enfin, le contact devrait avoir un assentiment des autorités. Or, si ce résultat de recherche déjà fort ancien est confirmé par des études beaucoup plus récentes, peut nous apparaître de prime abord comme évident, voire relevant de nos pratiques déclarées, rien n'est moins sûr que cela relève vraiment et fréquemment de nos façons d'être au monde. À l'inspiration des travaux de Neftisfer, j'ai récemment mis en place une activité de cartographie sensible des contacts intergroupes avec des étudiantes et des étudiants
d'un master de sciences de l'éducation dans lequel j'ai travaillé à Lille. À partir de 3 productions d'étudiantes et d'étudiants que je vais vous montrer après, et qui me servent uniquement d'exemple ici, rien ne laisse penser que le contact relève d'une évidence pour certaines et certaines d'entre eux. Alors, heureusement, on ne voit peut-être pas bien. Cette première cartographie des contacts intergroupes a été faite par Anaé et on voit clairement que les contacts intergroupes se limitent à la sphère de l'université. Elle a mis 3 espaces dans les rectangles où elle met même le bâtiment dans lequel il y a eu des contacts intergroupes entre elle et donc enfin, son groupe et d'autres groupes. L'intérêt, c'est que c'est quelque chose qui était soutenu donc, par une institution, vu que c'est dans l'université, mais rien ne dit qu'il y avait dans les cours en question un espace suffisamment collaboratif et un objet commun à travailler ensemble. Ça vaudra investiguer un peu plus loin. Un autre exemple, on va les analyser beaucoup plus longuement, un autre exemple de contact intergroupe qui ressemble un peu plus à quelque chose qui relèverait du tourisme. Alors, le contact intergroupe se passe essentiellement dans le cadre de déplacements à l'international, sur des déplacements très courts, où ont été mis en contact donc des groupes différents, dont l'étudiante qui a fait cette cartographie. Là, pour le coup, sur les 4 critères de Alport, je pense qu'on en coche pas beaucoup, vu que ça relève beaucoup plus du tourisme qu'autre chose. La quatrième cartographie a été faite par Fama. Donc là, on retrouve, il a même quantifié, je pense, à un certain moment, le nombre de personnes de groupes différents qu'il a rencontrés. Il a noté aussi tous les espaces de formation dans des associations, dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse et dans le cadre du sport, donc tous des espaces où il y a eu contact intergroupe entre lui et donc autrui. Il a mis aussi les villes dans lesquelles ça s'est passé, les statuts des personnes de l'autre groupe, sachant que pour certains statuts, ce n'étaient pas des statuts de même statut que lui, et uniquement quand il s'agit de collègues ou de bénévoles étudiants, voire même dans le sport. En somme, mon travail sur la construction de la compréhension de l'interculturel entre théorie et pratique dans des mouvements ascendants et descendants et de rencontres avec les travaux qui bousculent le discours de sens commun sur l'interculturel, ainsi que le contact avec de nombreuses communautés professionnelles de recherche et de terrain, m'a amené à formaliser 4 dimensions pour interroger l'interculturel en éducation et en formation. Et ce sera ma conclusion. Voici donc les 4 dimensions qui me servent à interroger l'interculturel. La dimension épistémique, dit autrement, qu'est-ce que le travail sur et avec l'interculturel apprend à la chercheuse que je suis? Quand on tient compte des contextes, des environnements, des situations dans lesquelles des personnes se rencontrent et interagissent, ce qui est dit et comment cela est dit ne peut être détaché du point de vue situé, inscrit dans des relations de pouvoir, des politiques linguistiques ou éducatives, de l'histoire. On ne voit plus? Si, de l'histoire. Ok. Tout comme des disciplines de recherche pour lesquelles nous travaillons. Parler d'interculturel en sciences de l'éducation n'est pas la même chose que parler d'interculturel en sciences du management. La dimension épistémologique, c'est-à-dire en quoi le travail de recherche sur et avec l'interculturel fait-il évoluer nos disciplines, je vais parler plus spécifiquement des sciences de l'éducation, sciences du langage, qui convoquent de plus en plus les apports des épistémologies féministes, décoloniales ou du lien, pour questionner la compromission de la notion d'interculturel avec les idéologies occidentales. Toute conception de l'interculturel engage la subjectivité et l'éthique. Dans nos disciplines et au cœur des collectifs que nous habitons, l'interculturel doit rester sous le radar de l'esprit critique et des confrontations d'idées,
car ce mot-clé, qu'il soit utilisé pour se dire ou pour dire autrui, cache des idéologies, des confusions, voire des amalgames avec d'autres termes comme race ou étranger parfois. La dimension sémiologique, qui interroge sur quel processus, quelle partie, quel signe de la manifestation de l'interculturel focaliser l'attention. L'interculturel, en tant qu'expérience de l'altérité, oblige la chercheuse à identifier des traces dans la dynamique des discours, à débusquer des voix multiples, présentes, absentes, puis à analyser, interpréter, formaliser des situations en contexte, tout en s'obligeant à minima à une réflexivité réflexe, pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu, ou mieux encore, à la mise au jour de sa positionnalité pour construire une objectivité forte, selon l'expression de Sandra Harding. Enfin, la dimension didactique, c'est-à-dire en quoi l'interculturel sert-il l'enseignement et ou l'apprentissage. L'expression parfois entendue de didactique de l'interculturel signifierait, selon moi, qu'il s'agit d'une discipline de recherche qui analyse les contenus, savoir, savoir-faire, compétences, en tant qu'ils sont des objets d'enseignement et d'apprentissage qu'on peut référer ou référables à des matières scolaires, selon la définition de didactique qu'en donne Yves Rotter. Or, ce n'est pas le cas à l'école. Ayant été formée moi-même en didactique des disciplines et travaillant en recherche essentiellement à l'école avec les écoles, je n'utilise donc pas l'expression didactique de l'interculturel. Par contre, il me semble possible de proposer une conceptualisation de l'interculturel en didactique, avec un S, si tant est que soit considérée sérieusement l'interdépendance entre politique et savoir dans la production du savoir sur l'interculturel, et que ces spécificités servent de point d'appui à l'élaboration de contenus d'enseignement, de contenus de formation, en phase avec les enjeux d'une école et d'une société moins exclusive. C'est la fin et je vous remercie pour votre attention.